Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo en direct de la forêt gourmande où je suis en formation pour la conception de mon jardin forêt. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'il ne reste plus que quelques jours pour participer à la campagne de crowdfunding pour m'aider à réaliser ce projet complètement dingue. Et aujourd'hui, cette vidéo, je serai accompagné de Claire Moquet qui n'est d'autre que la directrice de l'école de la forêt gourmande. Comment ça va Claire? Ça va très bien Nicolas. Même avec cette ortie dans la main? Exactement, tu sais pourquoi c'est faire? C'est faire? Ouais, c'est faire. Je sais pas pourquoi c'est faire mais j'ai peur. Eh ben, c'est un fouet d'ortie pour punir les stagiaires de la forêt gourmande qui n'auraient pas bien retenu les plantes comestibles, les risques de confusion et les bons principes pour planter son jardin forêt. C'est normal que je m'inquiète un peu quand tu me dis ça? Tu peux parce qu'on est tous les deux très proches et donc il suffit que tu fasses un faux pas et c'est terminé pour toi. Oui, mais le but de cette vidéo, les amis, c'est pas que je fasse un faux pas, c'est avec Claire, d'ailleurs c'est pas avec Claire, c'est toi qui vas nous les donner, on va essayer de dégommer 9 idées reçues sur le jardin forêt. Ok. Oui. Est-ce que tu as le choix du coup? Pas trop. Mais du coup, c'est moi qui me retrouve en situation d'examen. Voilà, du coup, peut-être je vais prendre l'ortie moi. Non. Première idée reçue, Claire, on y va tout de suite. Hein. Allez. Un jardin forêt, ça produit qu'au bout de 10 ans? Eh ben, la preuve, non, parce qu'il y a plein de productions qui arrivent dès la première année. Tu veux goûter? Ouais. Allez. Une petite coriandre des bois. Est-ce que tu aimes la coriandre des bois, Nicolas? Je vais dire la vérité, c'est que j'ai déjà goûté il y a quelques jours. J'adore la coriandre. J'adore la coriandre vietnamienne. La coriandre que tu es en train de manger, je suis pas certain de l'aimer. Je vais la regoûter parce que tu nous as dit qu'il fallait goûter 7 fois une chose avant de savoir si on aimait ou pas. Je m'y fais un peu plus. Mais en vrai, j'aime pas trop. En fait, c'est très bizarre parce que ça a un goût de poisson. Ouais. Poisson citronné. Bah, en chinois, on l'appelle la plante poisson. Yu Xin Sao. Donc on a vraiment l'impression de manger une soupe de poisson quand on le cuisine en soupe. Et cuit, c'est encore pire. Ah, mais du coup, peut-être en soupe avec des croûtons, peut-être j'aimerais bien. Bah, peut-être. Si tu te mets dans la tête que c'est du poisson, peut-être que tu vas bien aimer. En tout cas, il y a plein de productions qu'on a dès la première année. Ouais. Tout à l'heure, on a vu la production de champignons. Donc voilà, ça prend quelques mois, moins d'un an avant d'avoir ces champignons sur des bois qu'on aura coupés. On a aussi tous les productions qui donnent des feuillages, qui donnent très rapidement. Ça, par exemple, c'est les feuilles d'arbre salade. Ah, ça c'est bon ça. Et oui, c'est très bon. Donc ça a le goût entre l'oignon et la cacahuète. C'est un arbre légume, c'est-à-dire que tous les ans à la belle saison, il va donner. On a toutes les herbacées. On a juste derrière toi l'aronie. Ouais, tu peux la goûter. L'aronie juste derrière toi, c'est un petit buisson qui va donner des baies qui vont. L'aronie, c'est lequel? Celui-là? Ouais, très rapidement aussi. Ah, tu vois, pas besoin de l'ortie là, j'ai trouvé tout de suite. Ah, désolée, j'aurais dû lâcher cette ortie. Je savais que ça allait animer la vidéo. Et ça, tu connais ça? Oui, cette fleur géante. L'hibiscus des marais. Bravo. Pour l'instant, l'ortie, on l'éloigne. Hein. Ouais, on l'éloigne. Je vais le mettre dans la main la plus éloignée. T'as goûté? Ça, c'est très bon, ça, c'est très bon. Donc l'hibiscus des marais, c'est un hibiscus, il y a plein d'hibiscus qui sont comestibles. Je pense que le plus célèbre, c'est le bissap. Celui avec lequel on fait des boissons en Afrique. Et ben, il y a plein d'hibiscus de climat tempéré et celui-là, il pousse dans les milieux aquatiques et il donne des fleurs qui sont énormes et ça donne en continu tout l'été. Tout l'été et dès la première année? Et dès la première année. Ok, trop bon. Du coup, là, tu m'emmènes à une autre idée reçue parce que là, j'ai l'impression que tu tends un peu l'ortie pour te faire battre. Dans un jardin forêt, on mange que des feuilles en fait. Eh ben, on mange beaucoup de feuilles, ça c'est sûr, mais pas que. Alors pourquoi on mange beaucoup de feuilles? Par rapport à ce qu'on a l'habitude, si tu regardes ce que mange un Français moyen, sa base alimentaire, ça va être plutôt les céréales, le pain. Et on ne mange pas assez de feuilles. Et quand on regarde par exemple l'alimentation des grands singes, qui ont un système digestif très proche, un ADN très proche du nôtre, on voit qu'ils ont une alimentation très diversifiée et dont 50% à peu près, la moitié à peu près, est constituée de feuillage. Donc les feuilles sont importantes, bien plus que la place qu'on leur laisse habituellement dans notre alimentation. Il n'y a pas que la laitue dans la vie, il y a aussi les feuilles d'arbres, de tilleul, de lavater, d'arbres salades, les plantes sauvages, les herbacées vivaces, le sédum, etc., les feuilles de vigne. Mais il n'y a pas que des feuilles, il y a aussi des fruits, des baies, des racines. Il y a l'igname de Chine qui est un tubercule qui est énorme, qui va vraiment nous nourrir. Il y a les fruits à coque.
Il y a les fleurs, il y a le sirop de sève, il y a le miel, il y a le pollen, il y a les champignons. Et là, je te coupe parce que finalement, tu es en train déjà de casser la troisième idée reçue, qui est est-ce qu'on peut vraiment se nourrir avec un jardin-forêt? A priori, vu la grande liste que tu viens de nous faire, ça va quoi. Ouais. Parce que tu as même parlé de tubercules, enfin des choses très nourrissantes avec des glucides et tout. Oui, les tubercules, c'est très nourrissant. L'igname de Chine, on peut le manger comme les pommes de terre, on fait des soupes. En fait, en chinois, c'est shan miao, c'est l'igname des montagnes. Donc, c'est un igname de climat tempéré qui est complètement adapté à notre climat français. D'ailleurs, il y a un village en France, j'ai oublié son nom, tu feras tes recherches, qui est spécialisé dans la production de l'igname de Chine. Mettez-le nous en commentaire sinon. Un terrain qui est particulièrement adapté. Donc, ça pousse en France, il y a déjà des cultures commerciales. Et ensuite, Glycine tubéreuse aussi? Ouais, la glycine tubéreuse. Et il y a aussi tous les fruits à coque, donc qui vont permettre de faire des purées d'oléagineux, la crème d'amande, la purée de noisettes, tout ça c'est des choses qu'on adore manger, qui sont très nutritives. Moi j'ai découvert ça ici, le glandou. Oui, le glandou et le gland tout court d'ailleurs. Ouais. Mais le glandou, je connaissais pas. Ah bon, et donc est-ce que tu as apprécié les petites recettes qu'on a goûtées, donc le lait de gland, le Nutella de gland? Ah, je l'ai pas eu celui-là. Ah bah oui, bah, t'es pas venu à l'atelier cuisine tout à l'heure au bon moment. Mais alors moi j'ai beaucoup apprécié le gland doux cru en fait. Très très bon. Et même le gland qui n'était pas doux mais que tu avais lavé, je trouvais bon, je trouvais même qu'il avait un goût de chocolat. Oui, c'est ça. Souvent on appelle le chêne l'arbre chocolat. Parce que quand on va faire la farine de gland, elle va être naturellement de couleur brune, et quand on fait une préparation sucrée avec par exemple un gâteau ou des galettes, on retrouve exactement la couleur du chocolat noir et aussi le goût, parce qu'il y a cet arôme léger de torréfaction. C'est ça. Donc moi j'ai déjà trompé plein de gens avec des gâteaux au gland, ils pensaient que c'était des gâteaux au chocolat. Il y a une anecdote. Enfin, une idée reçue, d'ailleurs c'est toi qui nous en as parlé pendant les cours, pendant le stage. Il y a quelqu'un qui a dit une fois non mais si c'était bon ça se saurait. Oui, c'est quelqu'un qui est venu visiter le jardin-forêt et en voyant une production, c'était les aziminiers je crois. Donc les aziminiers c'est la mangue de climat tempéré, et c'est vrai que c'est un des arbres phares du jardin-forêt parce qu'on est tout le monde adore les mangues. Bah, c'est mon fruit préféré de loin. Et du coup, tu culpabilises à mort parce que ça vient de très loin. J'en mange que quand ça vient d'Espagne, à côté de chez moi. Et donc, l'aziminier produit un fruit qui ressemble vraiment à la mangue. Et il y avait un jour une visiteuse qui disait si c'était bon, ça se saurait. En l'occurrence, elle ne le savait pas, mais il y a plein de gens dans le monde qui le savent, puisque c'est une culture commerciale en Amérique du Nord et en Chine. On l'appelle le pawpaw tree. Et la seule raison qui fait qu'il n'y a pas vraiment de filière commerciale en France, moi, madame, je sais. Ouais. Moi, madame, je sais. Allez, t'as commencé à le dire. Allez, dis, Nicolas. C'est parce que le fruit s'abîme trop vite dans les circuits de distribution. Il se conserve mal. C'est ça. Bravo. J'ai bien retenu. Alors, est-ce que je vais jeter une partie de mon fouet d'ortie? Comme ça, il y aura moins de risques. Voilà, il te reste une chance. L'autre idée reçue, qui moi m'intéresse particulièrement, c'est mais on peut pas en vivre d'un jardin-forêt. Tu veux dire gagner des sous? C'est exactement ce que je veux dire. Alors moi, personnellement, j'en vis. Mais il y a plusieurs façons de vivre d'un jardin-forêt. Il y a celui qui va planter son jardin-forêt à but commercial, donc comme une activité agricole, et qui va vendre ses récoltes. Donc il y a des gens qui vivent de ça depuis 20 ans aux Pays-Bas notamment, où ça s'est déjà développé depuis un moment. Et après, on peut vivre d'un jardin-forêt de notre manière. On peut avoir une pépinière et on va vendre des plants. On peut faire de la cuisine. On peut faire des transformations et on peut vendre des productions déjà un peu transformées, qualitatives, à des chefs cuisiniers qui vont l'acheter plus cher. On va pouvoir organiser des visites, monter un projet pédagogique autour de son jardin-forêt, organiser des stages, des formations. On va pouvoir aussi avoir des activités artistiques en lien avec le jardin-forêt parce que c'est un écrin de verdure et quand on est dedans, on est juste inspiré. Un thérapeute, par exemple, il va pouvoir lier sa passion pour le jardin-forêt avec son activité de thérapie, de massage, de soins, de sophrologie. Donc il y a 1000 façons de vivre. En fait, c'est comme dans le jardin-forêt, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, on diversifie au maximum la production. Et dans son modèle économique, c'est pareil. On diversifie ses entrées d'argent, à la fois sur la pédagogie, la vente de plants, la vente de produits frais, les produits transformés.
Et là, on peut en vivre. Hmm. Et on a aussi besoin de personnes qui font l'administratif et la comptabilité dans les jardins-forêts. Autre idée reçue, et ce qui est marrant, c'est que même pendant le stage, j'ai déjà fait la remarque parce que certains stagiaires l'ont pensé. Il faut un bac plus 10 pour créer un truc comme ça, non? Alors, c'est vrai que la première fois que j'ai visité la forêt gourmande de Fabrice en 2018, je me suis quand même dit que je connaissais aucune plante. Du coup, de prime abord, ça fait peur, tout simplement parce que ici dans la forêt gourmande, il y a plus de 1000 espèces alimentaires et on n'a pas l'habitude de ça, on ne les connaît pas, donc on se prend un petit choc au début quand on découvre, on se dit mais je vais jamais pouvoir reconnaître tout ça, je vois que du vert, je vois que des feuilles, comment on va s'en sortir? En fait, non, on n'est pas obligé de faire un jardin-forêt avec 1000 espèces alimentaires, on peut faire juste avec 200 espèces, c'est déjà très bien. Et après, c'est surtout du bon sens comme méthodologie de conception, on imite la forêt, et la forêt, elle n'a pas besoin de nous pour pousser, être auto-fertile, produire beaucoup de biomasse, produire des fruits, des productions. Donc on regarde comment fonctionne la forêt et on essaye de faire pareil. Et voilà, c'est vrai qu'il y a plein de paramètres, ça va beaucoup satisfaire les gens qui sont très intelligents et qui aiment bien penser à beaucoup de choses. Justement, c'est très stimulant intellectuellement, mais ça va être aussi OK pour les gens qui sont plus sensibles, plus intuitifs. Et à ce moment-là, ils vont juste s'inspirer et suivre le bon sens, quoi. Et justement, autre idée reçue, ici, on est sur un énorme jardin-forêt, on est sur 2,5 hectares. Donc il y a peut-être des gens qui pensent, mais il faut un terrain énorme pour faire un jardin-forêt. Alors, on peut faire des jardins-forêts sur des surfaces vraiment minimales. Par exemple, 200 mètres carrés, c'est déjà OK. Il y a des gens qui n'ont que 200 mètres carrés en milieu urbain, mais ils vont juste complètement optimiser l'espace. Et il y a des gens qui ont des hectares et des hectares de terrain et ils vont aussi pouvoir faire leur jardin-forêt, mais simplement, ils ne vont pas avoir la même optimisation et la même gestion de l'espace. Les gens qui ont plus qu'1 hectare de terrain, s'ils commencent à tout optimiser à fond, ils vont perdre du temps, ils vont s'éparpiller, ils ne vont pas s'en sortir. Donc ils vont plutôt planter ce qu'on appelle une agroforêt, c'est-à-dire qu'ils vont travailler l'étage de la canopée qui va ensuite se refermer et ils ne vont pas travailler toutes les strates en dessous et ça leur demandera très peu de temps d'entretien. Avant-dernière idée reçue, les amis, dans un jardin-forêt, il ne faut surtout pas planter d'espèces exotiques ou pas locales, quoi. Alors Nicolas, qu'est-ce que tu plantes dans ton activité de maraîchage sur sol vivant? Dis-moi tout. Que des légumes qui viennent pas de chez nous. Donc déjà, notre système de production alimentaire, il est basé que sur des plantes qui viennent d'autres continents. Les tomates, les courgettes, les petits pois, les pommes de terre. Les piments, les poivrons, les aubergines. Et voilà, la liste est infinie. Donc finalement, dans le jardin-forêt, on fait la même chose, on utilise des essences locales, on diversifie le système avec des essences qui viennent d'autres continents et notre système a plus de résilience. Il y a des essences qu'on utilise qui ont des consonances en sinensis, japonica, qui ont l'air effectivement très exotiques, mais qui étaient présentes en Europe avant les dernières glaciations. Donc en fait, finalement, elles sont déjà adaptées au terroir et on améliore la résilience de notre système avec plus de diversité. On évite par contre les essences invasives. Ça, c'est un autre sujet. Et enfin, Claire, dernière idée reçue. Un verger, c'est un peu un jardin-forêt, non? Ah, t'aimes pas ça? Aïe aïe aïe. Ah, t'aimes pas ça? Alors le verger, c'est cool, hein. Moi j'adore, on me lâche dans un verger et je suis aux anges. Je vais me régaler, je vais tout manger, mais malheureusement un verger, en général, c'est surtout une monoculture de rosacées, puisqu'on va trouver plein de plantes qui sont de la même famille, des pruniers, des pommiers, des pêchers, des abricotiers. Voilà, tout ça c'est des rosacées. Donc déjà, un verger, c'est pas assez diversifié en termes de famille de plantes pour vraiment coller à la définition que nous, on met sur le jardin-forêt. Et en plus, au niveau du multi-étagement, on n'a finalement qu'un étage de végétation, que des arbustes fruitiers. Et il nous manque l'étage de canopée, il nous manque les lianes, il nous manque les buissons, il nous manque les couvre-sols, les plantes racines. Donc on n'est pas sur la définition du jardin-forêt. Il faudrait pour cela densifier le verger et le diversifier. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Super, et j'ai pas eu l'occasion de te fouetter avec mon fouet d'ortie. Est-ce que je te pose une question qui tue? Tu peux me poser une question qui tue, mais une question que tu m'as déjà donné la réponse pendant la formation. Bien sûr, bien sûr. Vas-y. Je suis pas à ce point-là quand même mauvaise.
Alors, quels sont les risques de confusion de l'arbre salade? Je l'ai. Donne-moi Je l'ai. pas un seul. Pas un seul? Trois. Trois plantes qui présentent des risques de confusion avec l'arbre salade. Tu peux le faire, Nicolas. Moi, celui que j'ai retenu, c'est celui qui peut être mortel. Ah ben, il y en a plusieurs qui peuvent être mortels. Le toxicodendron? Oui. Et un qu'on va trouver partout dans les friches, en sauvage. Ah, dans les friches, je trouve ça ressemble pas mal aux raisins d'Amérique. Non. Non. Ben. Aïe aïe aïe. Aïe aïe Ah, ça va. aïe. C'était les lentes. Les lentes? Les lentes. Et je trouve que ça ressemble pas mal au sumac aussi. Exactement. T'en C'est- as trouvé 2 sur 3. Ouais, mais non, parce que le sumac, c'est. Ils ressemblent énormément. Ouais, mais ça se mange. Le pompon se mange. Ouais. Par contre, le feuillage ne se mange pas. 2 sur 3, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est honorable, on va dire, on est au 3e jour de stage, donc Ouais. tu as encore 2 jours pour te rattraper. Bah, merci Claire! Merci Nicolas. Ben non, avec plaisir. On a réussi à vous donner 9 idées reçues sur les jardins forêts. Et maintenant, j'aurais une question peut-être plus personnelle, Claire. Qu'est-ce qui t'intéresse dans les jardins forêts? Et on se le dit en marchant. Tu sais quoi, on se le dit en marchant. Eh ben, moi je suis venue au jardin forêt par l'estomac. Ah, Ce qui m'intéresse, c'est ce que je mets dans mon estomac. ouais. Parce que je suis gourmande, alors j'ai besoin de manger des choses qui sont bonnes pour ma santé Mhm. et aussi qui me font plaisir et avec lesquelles je me sente rassasiée. Mhm. Ça, c'est très important. Moi, mon dada, c'est créer des recettes avec des ingrédients qui ne sont pas très connus. Est-ce que par exemple, Claire, tu es en train de nous dire que peut-être, je sais pas, peut-être que tu aurais un bouquin à ton nom avec des idées de recettes de cuisine avec des plantes qu'on trouve en Mais jardin forêt? Exactement. En plus, tu veux me faire de la pub. Bah écoute, tant qu'on y est, tant qu'on y est. Il y a un petit livre qui s'appelle « Parce que la forêt est gourmande » et qui comporte plus de 40 recettes qui mettent en valeur un ingrédient à chaque fois différent du jardin forêt. Mhm. Il y a certains ingrédients qui sont faciles à trouver, Mhm. qu'on peut trouver en se baladant dans la nature. Genre là, sans des murs, planter. très simple à trouver. Voilà, des murs. Et puis après, il y a des ingrédients qui sont au contraire un petit peu plus compliqués à trouver. Justement, c'est ceux qu'on va intégrer pour améliorer augmenter la diversité de nos productions. Par exemple, l'Alésia carolina, l'arbre aux clochettes d'argent, qui fait des sortes de petites caramboles qu'on utilise en pickles. Et puis moi, de mon côté, on a écrit ce livre à 3 mains. Et de mon Qui côté, s'appelle Parce que la forêt est gourmande. On a un peu hésité à l'appeler Le gland est dans le four, mais finalement, donc c'est le petit livre, mais c'est surtout quand on va trouver des recettes un peu originales. Par exemple, le tofu de pois de Sibérie. Est-ce que tu te souviens ce que c'est le pois de Sibérie? Le pois de Sibérie, c'est un arbre fabacé qui fait des gousses, qui est rustique. Et les gousses, elles viennent plus tôt dans la saison. Et tu les as récupérées et tu en as fait un tofu. Voilà, c'est un arbuste légumineuse qui vient du climat continental de la Sibérie, qui tient à des températures très froides en hiver, très chaudes en été, qui va produire très rapidement, qui va donner ses gousses au mois de juin. Dedans, il y a des petits pois. On peut bien sûr... Tu peux l'avoir ça chez moi? Bah oui, quoique c'est pas un arbre qui est hyper adapté au climat océanique. Ah. Il va moins bien pousser que dans l'est ou de la France ou dans d'autres régions, mais je pense que ça poussera quand même chez toi. On essaiera. Oui, tu peux essayer. Et idéal à mettre aussi si tu as des poules, parce que si toi tu rates le moment où les gousses sont à maturité, Ça tombe et ils bouffent tout. ça tombe et ça les nourrit. Après, elles sont presque en autonomie avec ton jardin forêt. Mais au cas où tu penses à les récolter, donc les gens qui n'ont pas d'idées et pas de créativité, ils les cuisinent comme des petits pois. Elle est dure avec les gens qui aiment les petits pois, parce que moi c'est mon légume préféré, les petits pois. Et quand elle nous a sorti ça en cours, j'ai dit putain mais c'est méchant. Mais après elle a expliqué pourquoi. Parce que je trouve qu'effectivement des légumineuses mangées seules, on absorbe moins les nutriments qu'elles peuvent nous donner, à part si on les consomme germés. D'ailleurs, le pois de Sibérie se consomme germé. Donc c'est pas mal de les associer soit à des céréales, soit de les faire fermenter. Et donc moi, tout simplement, j'avais créé une recette qui représente une alternative au soja et au tofu. Parce que dans le monde, il y a énormément de gens, le soja, ça fait partie des ingrédients qui sont les plus consommés, énormément sous forme de tofu, de lait de soja. Donc l'idée, c'était de montrer une alternative forestière au soja. C'est pour ça que j'ai fait la recette du lait végétal et du tofu au pois de Sibérie.
Et ça marche très bien, donc je vous conseille d'essayer. Faut-il encore avoir Un pois de Sibérie? Exactement. Après, il y a d'autres choses qu'on n'a pas besoin d'avoir chez soi. Ouais. Par exemple, allez, le cormier. Tu connais le cormier? Ouais, Sorbus domestica. tout à fait. Ça, c'est un arbre quand on se balade à l'automne, au mois de septembre, au mois d'octobre, qu'on aime bien faire des randos dans les campagnes. On va voir les fruits qui sont tombés au sol. Ils sont jaunes, ils sont ronds, Ouais. ils ressemblent à des petites poires. Mhm. Et en fait, ils sont vraiment extrêmement bons, ils sont sucrés. Et moi, je trouve ça trop dommage. À chaque fois que je demande aux gens, est-ce que vous connaissez le cormier? Alors, il y a plein de gens qui disent non, il y en a qui disent oui. Du coup, quand je leur demande, est-ce que vous avez déjà goûté? Tout le monde répond non. Donc, je me dis qu'il y a vraiment un truc à faire pour que ce fruit-là, il soit vraiment plus intégré dans les usages. Et donc, moi, je fais un cuir de fruits, c'est-à-dire que j'extrais la pulpe, je la fais sécher, ça fait un cuir. Et avec les peaux qui restent et les graines, je fais une boisson pétillante fermentée. Donc, un peu comme une limonade maison, ou voire une petite bière. Et je me régale, tout simplement. Et ça, c'est peut-être le meilleur argument. C'est quand même fun de faire ces boissons pétillantes maison. Hein. D'ailleurs, je crois que tu es fan de la ginger ale. Ouais, ginger beer, c'est ma boisson préférée. Et il est vrai que tu m'as convaincu que je pouvais la faire moi-même avec mes propres plants de gingembre qui pousseront dans la forêt. Exactement, puisqu'il y a le gingembre rustique, le Zingiber myoga, Ouais. qui est un gingembre alors japonais pour le coup, qui pousse dans les montagnes là-bas et qui résiste à du moins 18 degrés. Alors que le gingembre qu'on achète gingembre en commun. supermarché, il est gélif, enfin il ne peut pas descendre en dessous de 0 degré. Donc ça, c'est une native que tu peux faire pousser chez toi, à condition d'avoir quand même pas mal d'eau, parce que c'est une culture qui aime bien l'eau. Et tu auras des rhizomes qui seront un petit peu plus fins que ce qu'on a l'habitude d'acheter, parce qu'ils ne seront pas non plus surirrigués. Et tu peux en fait les râper, mélanger avec du sucre et de l'eau. T'en rajoutes un petit peu tous les jours. Tous les jours, tu rajoutes un petit peu de gingembre râpé, un petit peu de sucre, un petit peu d'eau. Puis au bout de 4-5 jours, ton liquide est frémit. Et ça, tu t'en sers de base pour faire ta bière au gingembre. Et là, tu te la pètes auprès de tous tes amis. Ça, c'est garanti. Claire, merci beaucoup. Merci Nicolas. Et il me tarde de venir voir ton jardin forêt quand même. Hein. C'est vrai? Ouais. Pour l'instant, il n'y a rien de planté, mais il me tarde qu'on puisse planter plein de trucs, les amis. Voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin? Plantez, les amis, et récoltez, et régalez-vous surtout. Ce sera le mot de la fin. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, il faut penser à s'abonner, à mettre un like, un commentaire, à activer la cloche. Et puis sinon, je vous le demande une dernière fois. Vous pouvez participer à ma campagne de crowdfunding s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, il reste plus que 5 jours. 5 jours et après je vous embête plus. Allez, ciao, bisous!